Nous aimerions commencer cet événement par reconnaître que l'AFO est situé sur le territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Bonjour et bienvenue aux formations virtuelles de l'AFO. Voici une courte vidéo qui vous expliquera les points techniques à considérer pour le bon déroulement de cette formation. Nous sommes présentement en mode webinaire. Il est donc normal que votre caméra et votre micro soient fermés. Si vous avez des problèmes techniques, communiquez avec l'équipe de l'AFO dans la section Q&R ou Q&A qui se trouve en bas de votre fenêtre Zoom. Pour poser une question de vive voix, vous pouvez cliquer sur la fonction Lever la main ou Raise Hand qui se trouve encore une fois en bas de votre fenêtre Zoom et lors de la période de questions, nous activerons votre micro. Nous vous invitons à interagir avec la formatrice ou le formateur dans la fonction Chat. Posez toutes questions reliées au contenu de la formation dans le chat. Finalement, nous vous invitons à participer au sondage de rétroaction que nous enverrons dans le chat à la fin de la formation. Merci de votre collaboration et bonne formation. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore d'être là cet après-midi avec nous pour une nouvelle thématique, j'espère bien, qui nous intéresse tous et où nous allons apprendre beaucoup de choses. Il me fait plaisir d'être parmi vous au nom de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui est l'organisme rassembleur et la voix politique de l'Ontario français. Je suis Josiane et la directrice des services et programmes à la FO. Nous avons lancé cette série de formations virtuelles au printemps de cette année afin de vous outiller pour vous aider à renforcer vos capacités d'offres actives et de services en français. Ces formations virtuelles visent aussi à vous informer et vous sensibiliser sur des enjeux présents au sein de la communauté franco-ontarienne. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Luc Como, qui va nous faire un survol du financement gouvernemental. Le fil conducteur dans la carrière de Luc Como est la passion des partenariats et la mise en place des ressources financières pour la réalisation des projets communautaires. Depuis 30 ans, il crée de la valeur en jumelant les gens, les idées, les ressources vers des objectifs communs. Expert en conception de projets et en financement gouvernemental, Luc se démarque par son empathie, son souci du détail et son sens des affaires. Je laisse maintenant la parole à Luc et merci encore, Luc, pour ton intervention. Merci, bonne formation. Bon après-midi tout le monde. Je vais partager mon écran. Soyez les bienvenus. Est-ce que tout le monde voit j'imagine que les gens voient la première oui, Luc, c'est bon. Oui, c'est oui, bon. C'est bon. Merci. Donc, allons-y avec l'aperçu de la formation d'aujourd'hui. On va parler tout de suite de 4 objectifs que je souhaite atteindre avec vous aujourd'hui. Premièrement, les tendances en financement gouvernemental. Et par financement gouvernemental, on entend des subventions et contributions qu'offrent des gouvernements fédéraux, provinciaux ou municipaux à des organismes à but non lucratif. On va également discuter assez longuement des stratégies à utiliser pour choisir des idées de projets et surtout des programmes de financement. Il y en a des centaines et il faut faire des choix éclairés à partir de nos ressources pour déterminer à quel concours est-ce qu'on soumet une demande. Et une fois qu'on a décidé de l'écrire, je vais également toucher amplement sur les deux derniers objectifs, des astuces par rapport au formulaire de demande lui-même, mais également au niveau des chiffres, des budgets, des exigences financières des demandes. Il y a une période de questions à la fin, mais je vous encourage à tout moment, durant la formation, lorsqu'une question vous vient à l'esprit, inscrivez-la dans le Q&R ou le Q&A. C'est probablement plus pertinent qu'on la traite au moment où la question est posée. Elle sera probablement en lien direct avec le contenu qu'on est en train d'aborder. Donc, je suis très, très confortable avec les interruptions de cette nature-là. Donc, n'hésitez surtout pas
l'équipe qui me soutient dans l'animation de ce webinaire, Josiane, Elsa et Zineb, sont prêtes à intervenir et à lire les questions que vous posez pour que je puisse les adresser. Ils vont également surveiller le chat pour s'assurer que les commentaires, s'ils sont pertinents à la formation, qu'ils soient intégrés dans nos discussions. Donc, je tiens à vous remercier parce que si vous avez de l'intérêt pour ce domaine-là, c'est que vous œuvrez en Ontario français. Peu importe où vous êtes en province, il y a un nouveau comité francophone qui est en train de se créer à Dryden, dans le nord-ouest de l'Ontario. Que vous soyez à Sturgeon Falls, où je suis né, ou ailleurs en Ontario. Je vous souhaite la bienvenue, puis je vous remercie de votre intérêt à appuyer la communauté francophone de l'Ontario et aussi votre intérêt à comprendre davantage les subventions et comment on peut mettre en place ces types de ressources-là pour desservir les gens dans notre région, dans notre localité ou au niveau provincial. Donc, merci à vous. Donc, je me lance, mais avant de commencer, sachez qu'à cause de la COVID, j'ai eu un petit peu de temps libre et puis j'avais créé un service temporaire qui s'appelait Demande à Luc. C'est un appui ponctuel gratuit. C'est une réponse courriel à vos questions de financement gouvernemental les plus pointues ou urgentes. Et j'ai décidé de rendre ce service-là permanent à l'automne dernier. Donc, écrivez-moi. Mon courriel est sur l'écran. Ce qui vous préoccupe le plus, normalement, en 24 ou 48 heures, je peux vous conseiller rapidement, vous donner un élément de réponse, des stratégies, des pistes, des références, des liens, évidemment de manière condensée, mais je suis capable normalement de formuler des suggestions qui pourraient vous être utiles. Souvent, si vous travaillez sur une demande avec une date de tombée qui s'en vient, comme par exemple Trillium Immobilisation 29 septembre, je suis en train, moi, par la nature de mon travail, probablement de travailler dans le même programme. Donc, j'ai analysé les critères et je suis en train de remplir un formulaire moi aussi. Donc, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Moi, ça me fait plaisir de faire cela pour deux raisons. Un, pour appuyer, mais deuxièmement, j'apprends beaucoup. Il y a une question sur 3 ou sur 2 pour laquelle je ne connais pas la réponse. Donc, je fais un peu de recherche, puis ça m'aide à continuer mon apprentissage à moi. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Je suis responsable de financement gouvernemental à l'AFO, mais je suis un travailleur autonome. J'ai 2 jours semaine que je consacre à l'AFO. Les 3 autres jours, je les investis dans des contrats à la pige, mais j'ai toujours un peu de temps pour vous aider. Donc, n'hésitez surtout pas. Commençons par le premier sondage. Est-ce qu'il y a dans la salle ici qui souffre de subventionnite aiguë, c'est-à-dire vous avez l'impression d'écrire trop de demandes de financement gouvernemental? Et voilà, on est déjà à 95 de participation. Donc, c'est clair qu'il y a des gens qui en souffrent, le tiers environ, mais il y a également des gens dans la salle qui n'ont pas ce problème-là. Je présume, basé sur les versions récentes de ce webinaire, que c'est des gens qui n'ont pas eu la chance de mettre la main à la pâte. Si c'est le cas, vous allez apprendre des techniques et des astuces aujourd'hui. La suggestion que je peux formuler à ceux qui en souffrent et ceux qui vont peut-être en souffrir à l'avenir, c'est qu'il faut toujours se rappeler le pourquoi de ce qu'on fait. Obtenir du financement, c'est très difficile comme travail. C'est par moments pénible. Il faut beaucoup de persévérance et d'acuité. Mais en bout de piste, ça donne des ressources pour aider notre communauté. Donc, moi, je m'en remets toujours à cette réalité-là qui est une demande sur 2 ou sur 3 ou sur 4 va être acceptée. On va avoir des milliers de dollars et on va faire des choses, livrer des repas à des aînés, peu importe l'exemple. Et ça, c'est toujours un élément qui est réussi à nous motiver lorsqu'on est en train de faire ce travail-ci. L'univers du financement gouvernemental, ce n'est pas différent de beaucoup d'autres éléments de niche très précis. Ce qui nous apparaît évident, remplir des demandes, des choses comme ça, c'est 10 de l'ensemble de la réalité, un peu comme un iceberg. Et puis, à mesure qu'on en fait, on se rend compte qu'on devient plus fort, mais également qu'il y a des créneaux, des
programmes, des critères, des démarches, des faits probants, toute une série de choses qu'on gagne à connaître davantage. Moi, j'écris des demandes pas mal toute ma vie, depuis ma première demande à l'Orignal Déchaîné quand j'étais étudiant à la Laurentienne en 88. Mais depuis 2017, je ne fais que ça à temps plein et j'apprends à chaque jour de nouvelles choses. Donc, je vous encourage à percevoir le financement gouvernemental comme un monde à découvrir. La motivation aussi qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est que le coût d'acquisition d'une subvention, si on j'ai une expérience dans le domaine de la vente et un coût d'acquisition, c'est combien d'efforts doit-on mettre pour aller chercher chaque dollar. Vu que la plupart des subventions sont plus de 10 000 des fois 50 000, des fois encore plus, l'effort qu'on met, 1, 2, 3, 5 journées de travail, des fois plus pour concevoir le projet, écrire la demande, ça peut sembler beaucoup, mais le retour en dizaines de milliers de dollars, normalement, est très bon pour l'organisation avec laquelle on travaille, soit de façon bénévole ou en titre d'employé. Donc, je vous encourage à percevoir cet univers-là comme un terrain fertile qui peut apporter des ressources à votre organisme. Évidemment, l'objet de ce webinaire, ce n'est pas les commandites, le sponsoring, la levée de fonds, les dons, les revenus d'inscription, l'ensemble des revenus que les organismes en Ontario français génèrent en faisant de la vente, que ce soit une garderie, une entreprise sociale, des spectacles musicaux. J'ai l'occasion, moi, de passer en revue des états financiers de beaucoup d'organismes de la communauté et vous seriez surpris à quel point presque tous les organismes génèrent des revenus, donc sont des entreprises sociales dans le sens où ils créent des revenus en offrant des services. Il y a également l'opportunité d'aller chercher des subventions ou des contributions. Lorsqu'on dit contribution, c'est tout simplement un accord de contribution. Une subvention, c'est on a fait une demande, on reçoit une lettre qui dit « Vous avez été approuvé » et envoyez-nous un rapport final à la fin du projet. Pour certains programmes ou des montants plus élevés, on signe une entente de 5, 10, 15, 20 pages. Et puis, il y a des clauses légales là-dedans, il y a des prévisions de trésorerie, des budgets, des choses à analyser. Et il y a normalement, avec les accords de contribution, il y a des rapports de résultats et des rapports financiers intérimaires à envoyer pour déclencher des paiements partiels. Donc, ça reste des subventions dans le sens où c'est non remboursable. Dans la première composante du webinaire, je vais vous parler de tendances en financement gouvernemental que moi, j'observe dans mon travail à chaque jour. La première tendance, c'est que obtenir des subventions, ça ressemble à l'attribution de contrats sur les marchés publics. Donc, si vous êtes dans une municipalité où il y a du déneigement, peut-être pas à Pointe-Pelée dans le sud-ouest, mais votre municipalité va faire un appel d'offres à la recherche de fournisseurs qui peuvent assurer, par exemple, le déneigement des rues. C'est un marché public, il y a des exigences, un formulaire, et les gens doivent parler de leur expérience en déneigement, leur équipe, leur équipement, tout ça, et tenter de mériter le contrat avec une soumission, une offre écrite. Et là, il y a un comité qui lit les offres, évalue, attribue des pointages et attribue le contrat au récipiendaire. C'est la tendance qui se déploie sur le monde du financement gouvernemental maintenant. On fait des appels de demande. Il y a des lignes directrices de 20 à 50 pages avec toute une gamme d'exigences à respecter, des critères, des objectifs de programme, des dépenses admissibles. Et on doit, nous, écrire des données, des faits, être persuasif sans être vendeur, en vue de compléter une soumission qui répond à toutes les exigences, qui va être évaluée par des gens chez le bailleur de fonds, notée par des pairs et souvent par un comité de lecture externe, comme c'est le cas de la Fondation Trillium, qui a des bénévoles lecteurs dans toutes les régions de l'Ontario. Et essentiellement, l'attribution de la subvention dépend de la qualité des données et des phrases et des mots que vous avez placés dans le formulaire et le budget, les lettres d'appui, les ententes, les données probantes. Donc, c'est vraiment la grande tendance. Il y a une époque où on pouvait appeler un bailleur de fonds, négocier, parler d'une idée. Les gens nous disaient « Envoie-moi quelques pages ». On envoyait
un résumé d'un courriel d'une phrase ou deux. Les gens disaient, j'aimais ça, fais-moi une demande de 25 000 $. On remplissait un formulaire de 3-4 pages et 3-4-6 mois plus tard, on recevait une lettre avec un chèque. C'est très rare maintenant. L'heure est aux appels de demande. Donc, le but de ce webinaire, c'est de vous outiller pour réussir ces appels de demande-là, qui évidemment vous placent en bonne posture pour les demandes plus simples également. La tendance numéro 2, elle est de longue date pour une raison qui me surprend toujours. Les bailleurs de fonds aiment financer des projets de courte durée, 6 mois, 1 an, 3 ans, c'est des projets de longue durée pour les bailleurs de fonds. Il y a très, très peu de programmes qui offrent du financement de fonctionnement, donc des fonds récurrents pour permettre de payer des salaires de direction générale, un site web, un loyer, des coûts des polices d'assurance, les états vérifiés. Donc, des coûts récurrents comme ça. Si vous êtes dans le domaine artistique, il y a peut-être votre municipalité, probablement le Conseil des arts de l'Ontario, possiblement le Conseil des arts du Canada. Mais hors le domaine artistique professionnel, c'est très difficile d'obtenir des subventions de fonctionnement dans ma connaissance. Il y a toujours le financement de programmes à Patrimoine canadien. Il y a une tombée du 15 octobre. Si vous voulez le lien, on peut le mettre dans le chat. Mais essentiellement, on nous demande de définir des projets de courte durée avec des résultats et la décision de financement se fait sur ça. Si vous êtes le concours LOL ou les Jeux franco-ontariens ou un organisme qui fait une activité à succès année après année, ça nous force à innover puis mettre des différentes composantes à chaque demande de projet. C'est un peu agaçant, mais c'est la grande tendance numéro 2 sur le marché des subventions en Ontario français. Les bailleurs de fonds aiment financer des choses qui ont un début et une fin. Donc, on fait avec. La troisième tendance, c'est l'effet probant. De plus en plus, on doit avoir fait un sondage pour mesurer le besoin de la clientèle, on fait des références avec le plan stratégique communautaire qui était Vision 2025, qui est maintenant vers 2030, qui a 3 piliers avec toute une série d'éléments qui touchent le développement de la communauté. Ça peut être aussi simple que citer une des priorités de ce plan-là pour démontrer que votre projet s'inscrit dans les volontés globales de la communauté. Mais souvent, il faut aussi identifier des études ou des résultats de sondage, faire une analyse de potentiel pour être capable de fournir des données probantes, c'est-à-dire des preuves statistiques qui font en sorte que le bailleur de fonds va comprendre que vous avez bien évalué la demande et le besoin pour ce que vous voulez faire comme projet. Ça coûte cher faire des faits probants. On peut ouvrir un compte gratuit SurveyMonkey et envoyer un sondage à nos membres, mais ensuite, il faut le compiler, il faut faire un rapport. Il y a un programme à Trillium qui, je l'espère, va revenir en février prochain, le fonds Démarrage, qui finance ce type d'études-là, qui donne des faits probants, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Donc, celle-là, il faut aussi prévoir du temps, de l'énergie, un peu d'argent possiblement pour un pigiste, pour réaliser au moins un sondage ou faire de la recherche pour trouver des études qui démontrent le besoin pour notre projet. La tendance 4, c'est la multiplicité des programmes. Moi, j'ai une base de données où je suis rendu au-delà de 800. Il y en a une cinquantaine qui sont des programmes auxquels l'Ontario français fait appel régulièrement. Et vous les trouvez au fil des semaines dans l'infolettre Opportunités de financement de l'AFO, auquel je collabore avec l'équipe de l'AFO. Donc, il y a une infolette qui sort demain. Il y a un nouveau programme qui cible le rural en Ontario français. Un programme établi, mais avec une nouvelle date de tombée, je devrais dire. Donc, ça sera dans l'infolette de demain. Mais il y a tellement de programmes maintenant, on parle de douzaines, de centaines, qui pourraient peut-être être utiles pour vous, que essentiellement, ça dicte une approche où on fait des choix de sélection de programmes plutôt que de se lancer quand on voit une opportunité dans la préparation d'une demande. Ça exige une étape d'analyse où on choisit
selon les ressources et les capacités de notre organisme, de faire 3 demandes par année, une demande par mois, donc 12 par année, ou si on est très ambitieux, une vingtaine, trentaine de demandes. Des organismes qui travaillent dans beaucoup de domaines, comme des centres communautaires, multiservices, peuvent faire une trentaine, quarantaine de demandes de financement par année. Mais évidemment, c'est tous des processus de 1 à 5 jours ouvrables. Donc, on a besoin d'employés qui ont du temps ou des bénévoles qui veulent vraiment se dédier à cette cause-là. Donc, l'important avec cette tendance-ci, c'est de choisir là où il y a le plus de chances de succès. On va toucher à ça davantage tantôt. Donc, on est arrivé au deuxième sondage. Allons-y. Percevez-vous également ces tendances? Excellent. Merci d'avoir répondu. 85% des gens sont à l'aise avec cette lecture-là que je présente des tendances. S'il y en a d'autres que vous percevez, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On va aussi, je m'arrête un instant pour vous dire qu'à la rencontre annuelle virtuelle, le matin du 27 octobre, qui est le mercredi, je vais animer, moi, une session de réseautage sur les meilleures pratiques en financement gouvernemental. C'est un peu la version 2 de cette formation ici, qui est plutôt une formation d'introduction au domaine. On va vraiment parler spécifiquement d'éléments comme comment on arrime notre projet avec les objectifs d'un programme, des choses comme ça. Une série de meilleures pratiques établies. On pourra également, à cette formation-là, à la fin octobre, parler de tendances. Dans le chat, j'ai inscrit les éléments. Il y a aussi, pendant la rencontre annuelle virtuelle, à 15 heures chaque jour, pendant 5 jours, des sessions de réseautage avec des bailleurs de fonds, incluant conditions féminines, patrimoine, FedDev, FedNord, donc des gens, Trillium, des gens qui gèrent des programmes. Donc, ce sont d'autres occasions pour vous. Donc, 85%. Je continue. Prenons un 30 secondes. J'ai déjà véhiculé beaucoup d'informations. Prenez un étirement. Faites un étirement. Détendez-vous. Vous allez voir, moi, je suis un fan du yoga, donc il y en a 2 ou 3 de ces petits moments-là où on peut s'arrêter, respirer, laisser tout ça décanter. Évidemment, après le webinaire, il y a d'autres éléments qui vont vous revenir à l'esprit. Les diapos seront disponibles si jamais vous voulez revenir dans les contenus. Donc, un bon dernier respire. On reprend notre courage à 2 mains. On attaque le monde du financement gouvernemental. On en comprend davantage. Donc, deuxième grand domaine. Quel projet est-ce qu'on met de l'avant? Donc, est-ce que c'est un jeu du hasard ou est-ce qu'on a façon de déterminer quoi proposer à qui en termes de subvention? Dans un premier temps, vous agissez dans un environnement où vous êtes en mesure de capter des idées qui répondent aux besoins. Votre plan stratégique, si votre organisme en a un, qu'il soit précis ou relativement dans les grandes lignes, il y a là des visées qui sont fidèles à votre mission. Et là-dedans, il y a probablement les meilleures idées pour de nouveaux projets pour faire avancer l'organisme. Il y a aussi beaucoup d'informels. Votre CA, votre équipe, vos membres, vous interagissez avec la communauté. Les gens peuvent vous lancer des idées ou dire « Ah, c'est plate qu'il n'y a pas X dans ma communauté. » Ça, c'est une piste à explorer. On peut faire un peu de recherche, voir s'il y a des choses qui sont faites similaires ailleurs. S'il y a des études dans le domaine spécifique au niveau des instituts gouvernementaux, là, on parle de recherche par mots-clés dans Google normalement pour tenter d'identifier des études ou des rapports qui touchent la question qu'on veut développer, encore à l'étape de l'idée.
Et on peut aussi, à partir de l'idée, commencer à la développer puis faire une étude de besoin ou un sondage auprès de membres, auprès de gens que vous desservez dans votre région ou dans votre organisme et tenter de pousser ça plus loin. Et il y a aussi une meilleure pratique qui est d'aller chercher des meilleures pratiques ailleurs. S'il y a un projet de garderie à Dryden, bien, il y a d'autres communautés qui sont au stade du développement de garderie. L'AFO peut-être vous aiguiller vers des collègues qui sont peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an en avance sur vous dans le développement du projet, qui peuvent vous partager des contenus, des ressources, des meilleures pratiques. D'ailleurs, dans un des programmes de la Fondation Trillium qui devrait revenir en 2022, qui s'appelle Croissance, un des types de projets qui soutiennent, c'est de répliquer un projet à succès ailleurs en se fondant sur les meilleures pratiques. Donc, il y a une volonté de la part de certains bailleurs de fonds de reconnaître qu'on peut copier l'excellence et l'adapter en fonction des besoins de notre milieu. Donc, c'est la première étape. Vous êtes dans un environnement où il y a normalement trop d'idées qui fusent. Les capter comme ça, c'est la première étape. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les noter. Donc, je vous propose un exercice d'1 minute. Basé sur ce que je vous ai dit, pouvez-vous prendre en note à la main dans votre système d'organisation électronique quels sont 2 à 3 besoins ou des attentes, des idées que votre CA ou vos membres ou votre clientèle vous a proposé là, dernièrement. Donc, prenez 1 minute pour en noter 2 ou 3. Luc, juste pour te dire qu'on a eu une question tout à l'heure au début. Oui, excellent. Sur le chat. Si tu peux la lire à la fin de cet exercice. OK, parfait. Je vais indiquer quand c'est complet. Et voilà, notre minute est terminée. Vous avez quelques idées en tête. Allons-y, Zineb, avec la question. Oui, donc c'est Guylaine qui avait écrit Y a-t-il des coûts? Je ne sais pas exactement c'est par rapport à quelle partie, mais c'était une question qui a été posée au tout début. Aucun problème. Je vais tenter quelques réponses. Et si on ne l'adresse pas spécifiquement, Guylaine, n'hésitez pas à nous réécrire dans le chat. Il n'y a pas de coût pour s'inscrire à des processus de demande de financement comparativement à, il y a un coût pour des entreprises qui veulent s'inscrire normalement dans des portails pour faire des offres de services. Donc, dans un premier temps, le monde du financement gouvernemental est gratuit au niveau de l'accès aux renseignements pour déterminer si on fait une soumission ou non. Dans un deuxième temps, le travail de préparation d'une demande, lorsque je disais tantôt que ça peut prendre de 1 à 5 journées de travail, ça, ce sont des coûts réels qui peuvent être soit du bénévolat, du temps d'employé ou dans certains cas, mais pas très souvent, des coûts de rédacteur pigiste qui s'affairent à préparer la demande. Donc, il y a des coûts de ce côté-là. Le troisième élément de réponse que je vais tenter, c'est lorsque je vous dis que l'AFO peut vous aiguiller, vous appuyer, vous pouvez faire demande à l'équipe de Josiane, l'équipe programme et services à l'AFO. La
presque totalité des services offerts aux organismes francophones en Ontario sont gratuits. Ils sont presque tous disponibles aux membres et aux non-membres. Il y a quelques exceptions minimes et également certains cas où l'AFO propose des frais, mais c'est l'exception. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à faire appel à l'équipe de Josiane en allant sur monassemblée.ca sans l'accent aigu et puis aller dans la section services, programmes, projets, puis faire des requêtes à l'équipe. Vous pouvez aller voir aussi dans la section au sujet de l'AFO, trouver le nom, les titres, les visages de l'équipe et puis communiquer avec certains d'entre eux et elles pour vous aider à déterminer des réponses à vos questions. Et encore une fois, c'est gratuit lorsque c'est l'AFO qui vous appuie de ce côté-là. Et puis, pour les réponses aux questions envoyées par courriel, je n'ai peut-être pas été assez clair. Le service Demande à Luc, il est gratuit et il sera toujours gratuit. Donc, à moins que je sois en vacances, je vous réponds dans 48 heures avec des éléments de réponse précis. Donc, Guylaine, je m'attends à ce que vous m'écrivez. À bientôt. Poursuivons la formation. Au niveau des 2-3 idées que vous avez notées, vous n'avez pas besoin de le faire tout de suite, mais voici ce que je suggère. Toute bonne idée que moi j'ai croisée, qui a mené à des projets, qui a mené à des subventions, je suis en mesure de l'expliquer, cette idée-là, en une phrase à mon père qui a 91 ans et qui n'a pas une haute instruction, comme il dirait lui-même. Donc, la simplicité d'une idée et notre capacité de l'exprimer, c'est déjà un critère de sélection. C'est une façon de décider si on veut poursuivre. Si on est capable de l'imaginer, trouver des mots et puis l'expliquer à quelqu'un, on pourrait établir des centres de formation à distance dans des petites villes et les gens n'auraient plus besoin de déménager pour faire des études postsecondaires. Moins de déménagement, moins de routes, moins de dislocation. On étudie où on est. Si on est employé dans la ville, on n'a pas besoin de quitter son emploi. Facile à expliquer comme projet. Donc, il y a ce premier test-là de est-ce que ça s'exprime aisément en une phrase. La deuxième, évidemment, c'est la force du lien, le degré de lien entre l'idée de projet et la mission de votre organisme. Si vous sentez que c'est vague, il faut peut-être laisser tomber l'idée. Si ce n'est pas dans le plan stratégique, puis vous avez plein de visées dans le plan stratégique qui ne sont pas encore commencées, il faut peut-être le laisser tomber. Mais si ça résonne avec vous et ça vous donne encore plus envie de croire dans votre organisme, si on faisait ce projet-là, deuxième critère de sélection. Puis évidemment, est-ce que ça répond à une attente? Est-ce que c'est une personne qui veut un ciné-club dans votre région? Ou vous faites un sondage et vous envoyez 100 questionnaires et il y en a 30 qui répondent « je m'inscrirai et j'assisterai à 3 par année ». Grosse différence. Ça donne envie, ça, de développer un projet puis faire une demande. S'il y a 30 personnes qui s'abonneraient à une saison de 3 films, voilà. Donc, c'est des éléments que je vous propose parce que vous recevez typiquement en un organisme franco-ontarien, dans ma connaissance, en dedans d'une semaine, il y a facilement une idée de nouveaux projets par jour qui circulent au sein du CA et de l'équipe auprès des membres. Donc, il faut être capable de les trier et choisir les meilleurs. Donc, voilà les 3 critères que je vous propose. Je vois qu'il y a d'autres questions. Je vois une question de Suzanne Martin dans Questions et réponses. Quel était le nom mentionné pour trouver des moyens pour obtenir des données de recensement, pourcentage de francophones dans notre région? Les mots-clés à mettre dans Google, c'est statistiques au pluriel Canada 2016 et le nom de votre village, ville, comté ou région. Donc, dans le cas de Suzanne qui vit là où œuvre Lac-Faux-Témiscamingue, j'aurais tendance à suggérer Statistique Canada 2016, Tri-Town ou Statistique Canada 2016,
New Liskeard ou Haileybury, puis tenter d'extrapoler vers un comté plus large. Mais c'est vrai, ça vous donne accès à des données de recensement. Celles de 2021, évidemment, ne sont pas encore publiées. Mais disons qu'on fait New Liskeard, on trouve le lien, on arrive à Statistique Canada et ça va donner la population, disons qu'il y a 10 000 personnes à New Liskeard. Il va y avoir toute une série d'éléments par la suite au niveau de la région, au niveau du statut économique, au niveau de la langue parlée. Il y a français, anglais, anglais et français. Donc, il y a 2 ou 3 éléments de langues officielles où vous pouvez, des fois, il faut faire des totaux de 2 ou 3 catégories, mais vous pouvez établir, comme par exemple dans la région de Long Lac-Greenstone, dans le nord-ouest, il y a environ 5 000 personnes, mais il y en a 1 200 qui sont francophones selon Statistique Canada. Donc, c'est plus de 20 de la population. Vous me direz que c'est seulement 1 200 personnes, mais desservir une clientèle de 1 200 personnes, par exemple, en formation, à alphabétisation, à retour au travail, il y a peut-être 200 personnes qui utiliseraient les services. Donc, c'est vraiment une première piste avec laquelle commencer lorsque vous voulez aller chercher d'autres informations sur votre communauté. Ça vous donne une balise. Évidemment, par la suite, c'est les listes de membres, c'est les courriels, c'est les gens qui assistent à vos activités, c'est les gens qui le connaissent. Donc, c'est d'autres façons, évidemment, d'aller chercher d'autres données probantes. Je vois une question de Jean-Claude Larocque, le fameux plan stratégique. Y a-t-il des sources justement pour nous aider à réaliser un plan de 5 ans? Je siège au jury d'un programme qui est géré par l'AFO qui s'appelle le Fonds de secours. Il y a une tombée du 30 septembre. Je vous encourage à parler à Carl Lamarche ou à Delphine de Rome si vous êtes dans le nord, Carl si vous êtes dans l'est ou dans le sud. Il se peut que les critères favorisent pour ce concours-ci les plans stratégiques. Typiquement, il y a relativement peu de sources, à part Trillium Démarrage, possiblement le Fonds de secours, mais ça serait les 2 pistes que je suggérerais en ce moment. Continuons, on a criblé des idées, on commence à en choisir. On arrive à l'étape où on doit essentiellement expliquer le projet. Idéalement, on a déjà consulté au niveau des besoins, on a formulé des questions dans un sondage, donc on sait un peu à quoi ressemblerait le projet, mais il faut vraiment bien le concevoir. Voici la stratégie que je vous recommande en 2 diapos. C'est un outil Word d'1 page et demie avec les sections suivantes. 1 ou 2 phrases qui décrivent le projet, donc description. Prochaine section, la clientèle visée. Donc, on se réfère au sondage, au groupe témoin, à l'étude. Genre, ce projet vise à desservir 100 aînés de la région de Penetanguishene en leur offrant des repas à la maison pendant le COVID. Donc, 100 aînés francophones dans la région de Penetanguishene, c'est la clientèle visée. Pour le bailleur de fonds, c'est « Ah, voilà où on va faire une différence ». On identifie quelques partenaires qui vont travailler avec nous. On établit une date de début de fin, 6 mois, 12 mois, normalement à 3 ou 6 ou 9 mois de maintenant, parce qu'il faut trouver le programme, écrire la demande, attendre qu'ils répondent. Donc, peut-être au 1er avril, on commencerait ce service-là si on dépose une demande en septembre, par exemple. Donc, ça, c'est les 4 premières sections. Ça fait une demi-page essentiellement. Par la suite, on rajoute quelques phrases au niveau du contexte. Qu'est-ce qui a motivé notre organisme à prioriser ce projet? Pourquoi il a été créé? Des détails clés comme nous utiliserons des bénévoles qui normalement font la chorale parce qu'eux ont identifié le goût de soutenir les aînés. Des éléments de contexte, des éléments au sujet de votre communauté, de votre clientèle, qui rendent le projet vivant puis qui expliquent pourquoi on veut le faire. On rédige 2 ou 3 résultats clés du projet. Donc, desservir 100 aînés francophones, atteindre un taux de satisfaction de 80 chez ces aînés-là. Ça, c'est un résultat quantitatif, 100 personnes. Taux de satisfaction, 80 c'est un résultat qualitatif, donc mesurer plus des perceptions.
Et un troisième résultat, par exemple, augmenter l'autonomie des aînés francophones de notre région, qui est plus un résultat à moyen long terme. Donc, déjà dans le résumé de projet de 2 pages, on essaye de mettre un chiffre, une perception, un résultat à long terme. Et là, on établit genre les 3 à 5 à 8 étapes clés qu'il faut franchir. Embaucher quelqu'un, trouver un traiteur, organiser la livraison, recruter les bénévoles, assurer la mise en œuvre hebdomadaire du projet, gérer les finances, écrire le rapport final. On étale ça sur la durée du projet, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Et ensuite, on fait la liste des dépenses clés. Donc, une personne à temps plein, non, pas besoin. Une personne à 8 heures semaine, à 25 l'heure pendant 6 mois qui va organiser tout ça. Les coûts de repas, les coûts de livraison, est-ce qu'on a de l'essence versus du kilométrage? On se pose toutes ces questions-là, on établit le survol des dépenses qu'on prévoit au début. Et là, disons que ça totalise 48 000 $, bien là, on estime les sources de revenus. Est-ce que les aînés, eux, peuvent payer 5 $ par repas? Peut-être, si oui, 500 $ pour chaque repas par un aîné. Donc, c'est peut-être 8 repas, donc 4 000 $. La différence, 44 000 $, on le demanderait à un bailleur de fonds. Donc, c'est vraiment, là, ce que je vous présente là, c'est une stratégie pour étoffer le projet puis qu'il devienne un peu plus précis. Et à ce moment-là, quand vous avez noté ces éléments-là, ça reste une ébauche. Faites-le circuler à l'interne auprès de clientèle, auprès de votre CA, d'autres collègues de travail, des partenaires potentiels pour sonder la réaction. Si les gens s'enthousiasment face à ça, il y a des chances que vous puissiez trouver un bailleur de fonds. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions en ce moment? Je vais juste m'arrêter pour vérifier. Non, on continue. Cette question-là de quel programme, elle est quand même critique. Je vais y toucher. En quelques mots, il faut choisir un programme où notre projet va contribuer à l'obtention de résultats tout en engageant des dépenses judicieuses. C'est l'approche au niveau du gouvernement du Canada et évidemment les provinces et territoires depuis 1999. En anglais, on appelle ça le Results-Based Management, la gestion axée sur les résultats. Essentiellement, tous les projets qu'on fait doivent générer des résultats mesurables avec des dépenses raisonnables. Donc, on choisit les programmes qui vont permettre de réaliser notre projet et les résultats du projet avec des dépenses raisonnables pour satisfaire aux objectifs des bailleurs de fonds. Il y a des façons de trouver les programmes. Premièrement, il y a la veille des opportunités. Si vous allez sur le site du gouvernement du Canada, vous allez trouver 200 ministères et agences. Ça vous permet de faire le tour de l'ensemble de la question juste au niveau fédéral. Mais ma suggestion, c'est de vous abonner à l'infolette de l'Assemblée. L'équipe de service programme ou le site web peuvent vous aider avec ça. Dans l'infolette de demain, il y a, je crois, 6 opportunités avec des dates de tombée fin septembre, octobre, que vous pouvez considérer. Puis au fil du temps, ça vous apporte de l'eau au moulin, des opportunités de financement que vous pouvez déterminer si vous voulez explorer davantage. Vous pouvez déjà faire un premier triage à même l'infolettre, à savoir programme d'appui rural. OK, je suis au centre-ville à Sarnia, ce n'est pas considéré rural, j'oublie ça. Si vous êtes à le centre La Girouette et puis vous êtes proche de Chatham, non, ça aussi, c'est trop urbain. Par contre, à Penetanguishene ou La Fontaine, où il y a 5 000 et 1000 personnes, on peut peut-être considérer ce programme-là pour un programme de développement rural. Je vous explique un peu comment utiliser, évidemment, l'infolettre. Un autre étirement, poser clair. C'est beaucoup d'infos. Je vous encourage à recevoir tout ça en vous disant que c'est un processus, ça prend un certain temps, mais que je vous donne le meilleur de mon expérience et de mes connaissances sur comment prioriser et quoi faire, la recette à suivre, si vous voulez, pour faire un bon gâteau de financement. Un autre bon respire, on continue à persévérer. Comment on fait pour augmenter nos chances de succès? Je parlais de 1 à 2, une demande sur 2, une demande sur 4.
Dans ce que j'observe, moi, en Ontario français, il faut écrire essentiellement 3 demandes pour en gagner une. Donc, il faut prévoir tout cet effort-là. Le secteur bénévole au Canada n'a pas beaucoup d'appui en ce qui concerne les activités de financement gouvernemental. Concevoir votre projet, typiquement, c'est l'organisme qui doit assumer les coûts. Le temps de préparation de demande, la même chose. On ne peut pas embaucher quelqu'un comme un vendeur de commission qui va vous vendre de la commandite ou de la publicité puis charger 15 de ses revenus qui vous génèrent. Ça, ce n'est pas permis au Canada pour le financement gouvernemental. Donc, pour avoir des chances de succès, il faut prévoir 1 sur 3 et qu'à la longue, on va devenir assez bon qu'on va gagner 1 sur 2. Mais je connais très peu d'organismes qui ont un meilleur taux de succès que ça. Pour augmenter nos chances et déjà se rendre rapidement à 1 sur 3 plutôt qu'1 sur 5, l'alignement de votre projet. Donc, ce qu'on essaie de faire, est-ce que ça cadre bien avec le programme? Est-ce que le programme tente d'appuyer comme initiative dans la communauté? Parce que vous savez, les gouvernements, lorsqu'ils font des programmes de financement, c'est pour eux atteindre des objectifs très précis. Ils veulent une plus grande autonomie des aînés. Ils veulent nettoyer les lacs et rivières, par exemple, avec des programmes de subvention environnementale. Donc, quand on lit les objectifs du programme, il faut vraiment sentir qu'il y a un lien direct qu'on pourrait argumenter dans une demande entre au moins un des objectifs et ce qu'on veut faire. Il y a l'admissibilité. C'est possible qu'on soit admissible, c'est possible qu'on ne le soit pas. Comme par exemple pour la Fondation Trillium, si vous n'avez pas des états financiers vérifiés comme organisme et que vos états financiers sont préparés à l'interne ou par un comptable, mais sans une vérification comptable de l'année, vous n'êtes pas admissible. Donc, il faut toujours, avec le bailleur de fonds, lire la section admissibilité puis s'assurer qu'on ne prenne pas d'autre temps à explorer le programme si on sait déjà qu'on ne l'est pas admissible. Il y a une façon de contourner ça, c'est de trouver un partenaire qui le serait. Mais normalement, c'est plus de travail que cibler les programmes auxquels on est admissible. Les fameux objectifs du programme lui-même, la raison qu'ils sont critiques, c'est que c'est la base sur laquelle le ministère a reçu de l'argent du Conseil du Trésor pour la redistribuer dans la communauté. Donc, eux doivent rendre des comptes sur l'autonomie des aînés ou le taux de salubrité des lacs et rivières pour eux gagner à nouveau le programme de subvention plus tard. Donc, il faut vraiment être en lien direct avec les objectifs. On peut aussi lire les critères d'évaluation. Donc, admissibilité, objectif, critères d'évaluation, c'est les 3 grandes sections à lire en premier lieu dans l'information au sujet du programme. Évidemment, date de tombée. Les critères, c'est des façons d'expliquer comment ils vont choisir les projets. Donc, il y a des mots-clés là-dedans. Des fois, c'est écrit différemment des objectifs. J'ai tendance, moi, à lire les objectifs, ensuite lire les critères et relire les objectifs pour voir, essayer de déterminer si notre projet a des chances de passer ou non. Puis évidemment, il y a des programmes qui financent que des salaires. Il y a d'autres programmes qui financent un maximum de 10 de salaire dans un projet. Donc, un projet de 50 000 $ où il y a 10 de salaire, c'est 5 000. Si vous avez besoin de quelqu'un à temps plein pendant 6 mois, 5 000, ça ne fait pas l'affaire. Donc, des fois, on va écarter un programme et ne pas faire demande à cause des types de dépenses admissibles. Si on a des projets d'immobilisation, puis le programme ne le finance pas, évidemment, on l'écarte. Donc, on est toujours en train d'établir le meilleur, comme on dit à Sturgeon Falls, d'où je viens, le meilleur fit, le match. C'est vraiment un peu comme tenter de faire un rapprochement entre notre projet puis le programme. Ce que je viens de dire, les résultats de notre projet, les objectifs de critères. Et puis, pour augmenter ces chances de succès-là, je vous propose des meilleures pratiques. Premièrement, au niveau de l'admissibilité, on vérifie si on est admissible, sinon on fait un partenariat. Notre projet se rattache clairement à au moins un objectif. Normalement, on n'a pas besoin d'en rencontrer plus qu'un. Si on voit déjà plein d'arguments déployés, c'est un plus. Donc, vous voyez, on est en train de se donner une genre de grille de sélection des programmes. Quand ça va bien, on poursuit l'analyse, on regarde les dépenses
Et si on a besoin de 50 000 pour faire notre projet, puis le programme donne 10 maximum, c'est peut-être pas le meilleur programme à cibler pour justifier nos efforts, à moins qu'on veuille faire un projet pilote de 10 000 cette année dans l'espoir d'aller chercher un 50 l'an prochain. Il y a aussi simplement que des fois, c'est le seul programme qui finance ce type de dépenses-là. Donc, on va essayer d'aller chercher des sous dans ce programme-là. Puis, les dépenses, ils doivent cadrer avec qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va engager comme dépenses. Au niveau des critères, certains bailleurs de fonds, je dirais la moitié, publient leur grille d'évaluation. Donc, au niveau de Trillium, par exemple, la réponse 3 est évaluée à 10 du pointage. Donc, on sait, et ils publient la phrase qu'ils utilisent pour mesurer votre réponse dans le formulaire. Donc, s'ils sont disponibles, c'est un plus. S'ils sont clairs, si en les lisant, vous pensez que votre projet a des chances d'être approuvé, là aussi, c'est une meilleure pratique qui vous permet de choisir ce programme-là plutôt qu'un autre. Il y a aussi des atouts. Il y a 2 grandes catégories de programmes de financement. Exemple, patrimoine, langues officielles, ou le programme, exemple, financement de projet tombé du 7 décembre. Ça va arriver en octobre dans l'infolettre. Il est destiné aux communautés de langues officielles minoritaires francophones de l'Ontario. Donc, on n'a pas de concurrence avec des organismes anglophones ou bilingues. C'est des organismes francophones qui se partagent l'enveloppe de subvention. Ça, c'est un atout. Il y a d'autres programmes, il ne faut pas les négliger les autres, mais si on fait comme à Trillium, on fait concurrence avec l'ensemble du secteur bénévole ontarien, anglophone, autochtone, multiculturel, francophone. Ils ont des buts de pourcentage à atteindre au niveau des projets franco, mais on est essentiellement en train de concurrencer avec beaucoup plus large. Donc, dans un premier temps, lorsqu'un programme cible la francophonie, c'est toujours un atout à considérer si on n'est pas certain entre quel programme choisir. L'autre, c'est est-ce qu'on a des chances de discuter avec un agent, un analyste, un responsable, un chef de programme, soit par un appel d'encadrement, comme c'est le cas avec Fondation Trillium, ou un suivi téléphonique, un appel où on peut expliquer notre projet, comme c'est le cas avec beaucoup de programmes à patrimoine canadien. Quand on peut expliquer à quelqu'un à l'interne ce qu'on veut faire et que cette personne-là nous dit ça a des chances de passer, on ne peut rien garantir, mais c'est le type de choses qu'on recherche à ma connaissance à l'interne, ça aussi, c'est un atout. Puis évidemment, s'inscrire, remplir le formulaire typiquement en ligne, soit un PDF remplissable, un portail. Il y en a qui sont simples et il y en a, vous avez déjà un système qui vous vient en tête si vous l'avez déjà écrit. Il y a des systèmes qui sont pénibles. On peine à télécharger le formulaire, on peine à télécharger nos pièces jointes, on peine à obtenir une confirmation de soumission. Évidemment, à chance égale, moi, je recommande qu'on privilégie des programmes où on peut facilement transmettre l'information à travers l'Internet ou à travers un formulaire qu'on peut envoyer par courriel. Donc, c'est des atouts qui font pencher la balance en fonction de certains programmes. Pour nous amener à la fameuse décision, est-ce qu'on l'écrit ou non? Si notre projet s'arrime avec les objectifs, et non pas le contraire qui est de pondre un projet pour tenter d'aller chercher l'argent qui fit avec l'objectif, on devrait probablement l'écrire. Il y a aussi l'ampleur des exigences versus l'investissement possible. Est-ce qu'on a un retour possible? Est-ce qu'on est en mesure d'aller chercher les sous d'après nous? Puis une fois qu'on est convaincu, là, on fait la démarche auprès du bailleur de fonds pour sonder leur intérêt. Évidemment, si c'est un appel de demande et puis il n'y a pas de possibilité de discuter, on s'inscrit au webinaire ou on envoie un courriel de questions. On évalue également si la date de tombée elle est réaliste. Le 29 septembre, on est le 15, c'est dans 2 semaines. Est-ce que c'est suffisamment de temps pour bâtir une demande? Peut-être que oui, si votre projet est ficelé et vous connaissez le programme. Mais si c'est un case départ, vous avez 2 semaines, c'est peut-être pas faisable. Donc, vous prenez votre décision basée sur la faisabilité de tous ces facteurs-là. Et il y a toujours l'an prochain, si vous loupez une tombée d'un programme annuel, c'est peut-être l'an prochain que vous soumettez. Vous êtes peut-être plus avancé, plus fort et vous réussirez davantage.
Allons-y avec le troisième sondage. Merci, Zineb. Disposez-vous, avec ces éclaircissements, de meilleurs outils pour vos démarches de financement gouvernemental, oui ou non? Merci de continuer à répondre. Si vous n'avez pas encore assez d'éclaircissement, il y a toujours le service demande à Luc. Il y a également, lorsqu'on s'adresse à l'AFO, un appui au niveau du financement gouvernemental. Donc, vous pouvez travailler avec eux. Évidemment, moi, c'est des courriels parce que je suis un expert conseil et ça me fait plaisir de répondre rapidement. Mais pour de l'appui soutenu, l'équipe à l'AFO peut vous appuyer davantage dans le temps. Donc, merci d'avoir rempli ce sondage-là également. Un excellent taux de réponse encore. Donc, vous êtes encore là. On passe à la dernière section, mais on fait une petite pause encore. Un autre bon respire et on continue. Au niveau de la demande, il y a toujours un document, il s'appelle Guide du demandeur, ligne directrice, guide de renseignement au sujet du programme. Il faut trouver le document le plus volumineux, normalement un 20 à 40 pages, qui contient plein d'informations détaillées. Des fois, c'est dans un PDF, des fois, c'est un site web où il y a toute une série de sections sur la même page. Quand vous analysez un programme nouveau ou un programme qui est nouveau cette année, des fois, ils ont des changements, mais dans un premier temps, je vous propose une première lecture pour essayer de détecter les mots-clés. Donc, quels sont les mots les plus puissants comme autonomie ou sensibiliser ou organiser des activités? On essaie de trouver dans une première lecture les grandes lignes de ce qu'ils tentent de faire, le programme. On lit les objectifs en détail, mais pour le reste, on passe en revue et on le met de côté jusqu'au lendemain. Le lendemain, vous ressortez les lignes directrices et vous faites une deuxième lecture en ayant ce premier aperçu-là en tête pour tenter de mieux comprendre le programme. Encore là, moi, je fais d'autres surlignages en jaune pour des éléments clés que je n'aurais pas captés le premier jour. Et ça me donne une compréhension de quel est ce programme, qu'est-ce qu'ils veulent financer au niveau des lignes directrices. Ensuite, avant de décider, évidemment, de faire la demande, j'obtiens le formulaire. Des fois, il faut le télécharger, des fois, il faut s'inscrire à un portail, accéder aux questions, l'obtenir en ligne. Des fois, c'est en format tunnel. On doit rentrer dans le tunnel et mettre des symboles ou des lettres pour sauvegarder la première section pour accéder au reste des questions de formulaire. Mais il faut avoir une bonne compréhension de l'ensemble des questions. Certains bailleurs de fonds vous donnent le formulaire en partant, d'autres vont vous donner les questions en version PDF. Il faut s'assurer de comprendre le formulaire aussi, quelles sont les exigences. Des fois, il y a 20 questions, des fois, il y en a 60. 60 questions pour 10 000 $, c'est probablement pas un bon retour sur l'investissement. 60 questions pour 100 000 $, probablement que ça vaut la peine. Est-ce que vous avez la bonne version du formulaire? Si vous refaites un programme de l'an d'avant et vous sortez votre formulaire, il a peut-être été modifié. On s'assure d'avoir la bonne. Puis là, quand on commence à l'écrire, je commence toujours en me réchauffant, on copie-colle, on remplit les renseignements de base, on prend notre résumé de projet, les 2 pages qu'on avait développées, on les copie-colle dans les sections, résultats, description, tout ça. Et pour les autres questions, on essaie d'identifier 2 ou 3 mots-clés lorsqu'on est en train de rédiger le formulaire. On fait aussi assez rapidement la liste des pièces jointes
s'il faut des lettres d'appui, il faut enclencher les démarches. Si c'est des états financiers et on les attend, la dernière version de notre comptable, il faut relancer le comptable. Est-ce que tu peux me les donner dans 5 jours? Des fois, ça prend une résolution du conseil, donc il faut organiser une rencontre de conseil. Donc, on prend contrôle en début de processus sur est-ce que c'est 3 ou 8 pièces jointes? Qu'est-ce qu'on doit mettre à jour? On les convertit une fois tout obtenu avec notre liste de contrôle en PDF plutôt qu'en Word ou en Excel pour que ça soit facile à lire à l'autre bout, facile à ouvrir. Dernière chose qu'on veut, c'est qu'une pièce jointe essentielle ne soit pas ouvrable. La norme, c'est PDF, donc je soumets toutes les pièces jointes que je recommande à mes clients, moi, en PDF. Donc, c'est les 3 grandes choses. Il y a les grandes lignes directrices, il y a le formulaire, il y a les pièces jointes. Et ça vous permet de cette approche-là où on transpose le résumé et on met des mots-clés. C'est comme on copie-colle les renseignements. C'est une première attaque, première session de travail dans le formulaire. Par la suite, on se bloque une autre heure ou 2 heures à 2, 3, 4, 5 reprises pour continuer des sessions de rédaction dans le formulaire. On vient à bout du formulaire beaucoup plus facilement en découpant les blocs en blocs de travail qu'en s'embarrant pendant 4 heures pour le faire. La qualité de la demande, d'après moi, est supérieure si on a du temps pour décanter entre les sessions de travail. Idéalement, une excellente astuce, c'est qu'un collègue interne vous relie 3 jours avant la tombée et vous dit « Cette réponse-là, ça me semblait du verbiage, c'était pas clair. Tu as tenté de répondre, mais je ne pense pas que ça répond à la question. Ah, merci, je vais la reprendre. » L'autre astuce, c'est les dates de tombée, 29 septembre, 16 heures. Soumettez le jour avant. Les portails, les courriels, tout ça, ils ne sont pas engorgés. Si le système tombe ou défaillit, vous avez déjà soumis. C'est dur de se rendre au jour avant, des fois c'est le matin même, mais visez le soumettre le jour avant. Ça vous donne également un tampon au cas où quelque chose arrive à la dernière minute. Dernière section, puis merci de votre patience, le budget. Dans le résumé, vous avez procédé avec des premiers estimés très globaux, genre 5 000 $ de publicité. Là, au niveau du formulaire, il faut aller chercher des estimés, des devis. Il faut expliquer les détails de calcul, genre 12 heures semaine fois 25 $ pour une coordination de projet à temps plein, fois 30 semaines, plus 12 % de charge de l'employeur égale 14 400. Lorsque vous expliquez ça dans le budget, le bailleur de fonds ne se pose pas la question comment vous avez réussi à calculer ça. Donc, ça leur donne des informations qui les rassurent au niveau de votre gestion financière. Les bailleurs de fonds vous disent, j'ai besoin de devis, j'ai besoin d'estimer, j'ai besoin de 3 devis, j'ai besoin d'un devis, je n'ai pas besoin de devis. Aussitôt que c'est en haut de 5 000 $ ou 10 000 $, je vous recommande d'aller chercher au moins un devis. S'ils exigent 2 devis, faites-le. Ça veut dire appeler des fournisseurs, demander qu'ils vous font un estimé, des fois en immobilisation ou en honoraire de consultant. Les gens vont vous faire une page, des fois 5 pages. Ce n'est pas nécessairement un appel d'offres pour choisir, c'est plus on a besoin d'une proposition. Donc, si vous ne le faites pas, les chances sont que le bailleur de fonds va dire « Ah, OK, ils ont estimé 12 000 $ pour ça, mais on n'a pas de preuve. » Ils vont cocher moins fort, donner moins de pointage à votre section financière. L'autre élément au niveau des dépenses, c'est de grâce, prenez un Excel, ça prend un peu plus de temps, ouvrez un fichier Excel ou Sheets et lorsque vous faites des totaux, ne les faites pas à la main ou avec une calculatrice ou ne les faites pas en Word. Faites-le en Excel, utilisez des formules pour additionner et revérifier la qualité de la formule elle-même. Il n'y a rien de pire pour un bailleur de fonds qui est en train de lire un excellent projet puis a envie de d'y donner des points puis de le soutenir et ensuite le budget ne balance pas, il y a des erreurs flagrantes. Le faire en Word ou en calculatrice, la marge d'erreur, elle peut être trop élevée à mon sens. On ne veut pas perdre une subvention à cause d'une erreur de chiffre ou de calcul. Donc, moi, je réplique systématiquement tous les postes budgétaires dans un Excel. Je fais les inscriptions, je vérifie les formules. Ensuite, je transpose les sommes dans le formulaire pour pas qu'on se fasse couper l'herbe de ses pieds au niveau du budget.
L'autre élément, c'est au niveau des types de dépenses. Typiquement, on peut demander des salaires, des avantages sociaux. 12 c'est la norme. Des fois, on peut demander 17 si on a des plans santé, des choses comme ça. On peut aussi fonctionner avec des cachets ou des honoraires, soit des cachets d'artistes, des cachets de pigistes, des honoraires pour des consultants, des honoraires pour des artistes. On doit expliquer la différence entre les deux. Des fois, c'est deux catégories. Si c'est ressources humaines, il faut les jumeler. Mais encore là, il faut expliquer. Et au niveau promotion, communication, de la publicité Facebook, de la publicité dans les médias, des efforts de rédaction, un petit plan marketing ciblé pour le projet où on a 1 000 $ d'honoraires pour un pigiste qui va nous aider avec ça. Si on n'a jamais fait ce type de choses-là, c'est toutes des dépenses admissibles normalement. Tous les coûts directs, que ce soit de l'équipement, un événement, louer des tables, des chaises, peu importe ce qui est directement lié à la nature du projet. Normalement, il y a des catégories pour ça. Déplacement et séjour dans la mesure du raisonnable. Si vous faites un projet de 6 mois puis vous vous déplacez chez les aînés, bien, ça va être plus élevé qu'un projet où vous faites de la sensibilisation en ligne. Sensibilisation en ligne, demandez 300 $ pour des déplacements locaux. Et les frais d'administration. Ils financent des projets, ils ne financent pas votre fonctionnement, mais ils sont prêts à financer de 5 à 10 à 15 % de frais d'administration. Il y a des recettes très précises. Dans d'autres cas, c'est flou. Dans certains cas, comme les concours de la Croix-Rouge, ils le calculaient automatiquement pour nous. Mais c'est essentiellement le loyer, le salaire de la direction générale, la comptabilité, la vérification financière, les assurances, les salaires d'employés affectés directement au projet où on récupère une partie du salaire de l'employé. Si ce n'est pas admissible dans la section salaire en haut, ça doit être dans le 15 %. Donc, il faut porter soin et que le 15 % ait l'air raisonnable. S'il a l'air trop proportionnellement élevé, demandez 12 ou demandez 10. Si vous sentez que vous avez assez de ressources pour réussir, ça augmente vos chances si vous ne demandez pas le plein montant d'après moi. Au niveau des revenus, il y a la somme que vous demandez. Il y a aussi votre contribution de l'organisme et de vos partenaires en argent et ou en services. Puis il y a aussi les revenus complémentaires que vous générez, que ce soit des inscriptions, des commandites, des ventes de services, des ventes de T-shirts, tout la proportion de revenus. Les bailleurs de fonds aiment voir une contribution au moins en service de l'organisme. Il y a des exigences, des fois on finance 70 % ou 90 %. Des fois, il y a des règlements, on peut mettre 100 % et on ne contribue rien. Il faut vraiment porter attention puis que le budget de revenus corresponde aux dépenses, mais également respecte ces exigences-là. Puis lorsque vous regardez le budget dans son ensemble, il faut que vous puissiez être satisfait que les dépenses qui vont être faites, c'est des dépenses raisonnables pour atteindre les résultats que vous avez promis dans la demande. Donc, le budget doit être précis et sembler raisonnable. Avec le temps, si c'est votre première, vous demandez un avis, mais avec le temps, vous êtes capable de juger si c'est raisonnable ou non. Et là, on attend. On dépose. Il y a une période de gestation pendant que les gouvernements évaluent votre dossier. Des fois, c'est 6 mois, des fois, c'est 9 mois. J'ai vu plus long que ça. Et on reçoit soit une lettre de rejet ou une lettre d'approbation ou une notification comme quoi on a réussi. Si on est approuvé, si c'est une subvention, la lettre va être générique. Mais si c'est un accord de contribution, vous avez le droit de le négocier. Lisez-le. Il se peut qu'il y ait des erreurs parce que c'est des cut and paste du côté du gouvernement. On fait un copier-coller, on peut faire une erreur facilement. Le projet a peut-être évolué pendant la période de gestation. Vous pouvez peut-être en faire plus avec le même montant. Donc, vous dites à la personne, je vais lire l'accord, mais avant de le faire signer par ma présidence ou ma direction générale, je vais porter un regard détaillé sur l'accord de contribution et ça se peut qu'on fasse des changements. On signe, on commence la mise en œuvre. Il faut tout de suite préparer l'évaluation des résultats pour démontrer qu'on a atteint les objectifs du projet. Et on fait des rapports narratifs sur les résultats, le progrès, sur les finances. Ce sont des outils de renouvellement où on gagne la confiance du bailleur de fonds en faisant un bon travail de reddition de comptes. On explique où on est, on donne des rapports. À la fin, on fait des rapports finaux. Et ça bâtit la confiance du bailleur de fonds envers notre organisme.
qui est une bonne gage de renouvellement pour que vos subventions au fil des ans puissent connaître une croissance. Donc, je m'arrête là. On peut viser haut. On peut aller chercher 5, 10, 15 subventions par année. On peut en écrire beaucoup. On peut vraiment analyser toutes les opportunités et faire les meilleurs choix. Votre communauté vaut la peine. Les gens ont des besoins. Vous pouvez les desservir de façon exemplaire. Entre autres, si vous avez des dizaines de milliers de dollars de plus qui entrent dans vos coffres prochainement pour en faire plus pour eux. Donc, on ne lâche pas. On travaille là-dedans. Je suis avec vous. Vous pouvez toujours m'écrire. C'est un appui ponctuel gratuit. Complétons avec un dernier sondage. Quel est votre niveau de motivation pour les démarches de financement gouvernemental suite à cette formation? Bas, moyen, élevé ou je suis en feu? Il y a encore 90 des gens qui ont commencé le webinaire qui sont encore avec nous. Donc, je suis ravi de votre énergie, de votre concentration, votre acuité, votre capacité d'écouter quelqu'un comme moi qui a évidemment la passion des choses, mais qui parle beaucoup. Donc, j'apprécie que vous avez persévéré avec moi. J'espère vous revoir à la rencontre virtuelle dans ma formation. J'espère lire vos courriels de questions prochainement. Merci de votre rétroaction. Je vois qu'il y a un point dans le chat. Merci Kim. Heureux d'avoir de tes nouvelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne vois pas de questions, Luc. Dans le chat, il n'y a pas de questions. Dans la case questions et réponses non plus, il n'y a pas de questions. Donc, on procède au sondage d'évaluation. Oui, on aimerait juste que vous répondiez à un petit sondage de rétroaction pour nous aider à avoir vos opinions sur le sujet, la thématique et les formations en général. Et comme ça, nous en tiendrons compte pour la programmation de l'année prochaine. Je viens juste de mettre le lien dans le chat. C'est un formulaire Gogo avec juste 3 questions. C'est trop rapide et à y répondre. Il y a 2 questions à choix multiples et puis une question à réponse ouverte. Si vous pouviez prendre 2 à 3 minutes pour y répondre, je vais juste laisser à peu près 3 minutes et puis par après, on pourra clôturer. Ça a été un plaisir. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Merci Luc de la bonne présentation, c'était assez clair. Ça me fait plaisir. Écrivez-moi et faites appel aux services et programmes de l'AFO. L'équipe, là, c'est une équipe du tonnerre qui tient au succès de votre organisme, entre autres dans le domaine du financement gouvernemental. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Luc, il y a Jonas qui a levé la main. Je lui donne, j'ouvre son micro. Jonas, vous pouvez parler. Je vous écoute. Non, je me suis trompé, je n'ai pas levé la main, mais félicitations, Luc, c'était bien. J'ai bien compris, j'ai bien appris à partir de votre présentation de beaucoup de choses. Merci beaucoup. D'accord, merci. Excellent, n'hésitez pas à m'écrire. Merci. Pour le moment, il y a 12 réponses sur 15. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre sondage de rétroaction. Et on vous reverra dans 2 semaines avec un nouveau sujet dans le cadre de nos formations virtuelles. Merci à toutes et à tous et bon après-midi. Bonne chance. Merci. Bye.